De l'an 1793, où l'envoyé diplomatique anglais Macartney était venu en Chine, à l'an 1873, où des envoyés diplomatiques occidentaux purent rendre visite à l'empereur chinois selon le protocole occidental, il s'est écoulé 80 ans. Durant cette période, des changements remuant terre et ciel sont survenus dans le monde entier. Dans son livre intitulé L'aune du temps moderne, le professeur Mao Haijian de l'université de Beijing a poussé des exclamations. L'audience impériale à l'occidental se réalisa en 1873, soit 14 ans après la publication de l'ouvrage De l'origine des espèces de Charles Darwin, et 7 ans après l'inauguration du câble télégraphique sous-marin atlantique. 3 ans plus tard, Alexander Bell inventera le téléphone. La réforme de l'ère Meiji au Japon était alors dans sa 6e année. 22 ans plus tard, soit en 1895, le Japon battra le grand empire Qing pour devenir l'une des grandes puissances mondiales. Le gouvernement Qing tentera seulement de réformer son système politique 3 ans plus tard. En novembre 1860, les forces armées françaises se retirèrent de Beijing sur Tianjin, où les soldats français se mettaient à colporter leur butin. Du tissu en soie, des fourrures, des costumes et des vases de cloisonnés pillés au palais Yuanmingyuan. 3 mois plus tard, les objets d'art chinois offerts à Napoléon III par l'armée française étaient exposés au palais des Tuileries à Paris. À ce que l'on dit, ces objets d'art venus du palais Yuanmingyuan plaisaient beaucoup à l'impératrice Eugénie. Après avoir été exposés pendant plus de 2 mois, ces trésors précieux devinrent la collection du pavillon chinois de l'impératrice Eugénie à Fontainebleau. Dans le livre intitulé Les objets culturels et artistiques du palais Yuanmingyuan perdu, rédigé par le service d'administration du parc Yuanmingyuan, on lit ceci. Dans le stand chinois est mise en évidence une stupa en bronze doré, haut de 2 mètres environ, et entièrement couvert de chlorosaphère, le sosie de celui conservé au palais impérial de Beijing. À gauche du stupa se trouvent 2 dragons en bronze sculptés, semblables à ceux qui se trouvent devant le trône dans le palais impérial de Beijing et dans le palais d'été de Chengde. On peut déduire à l'appui de tout cela que les 2 dragons en question auraient été situés devant le trône dans le palais Zhengda, Guangming, du palais Yuanmingyuan. Devant le stupa, on voit 2 cloches dorées instrumentales et une licorne de cloisonnée. Ces 2 cloches faisaient partie des 16 cloches instrumentales autrefois installées dans le palais, Hanyo, du palais Yuanmingyuan. On ne sait pas où se trouvent les 14 autres cloches. Cette licorne de cloisonné rond présente une formidable plastique. À ce que l'on dit, l'impératrice Eugénie l'adorait et l'aurait installée dans sa chambre. Dans le stand chinois, un lustre gigantesque est suspendu au plafond. En bas, c'est une boîte de cloisonné carrée géante. Il aurait été, semble-t-il, un plateau à glace et à fruits dans le palais Jiuzhou Qingyuan, du palais Yuanmingyuan. Ce sont les 5 objets de dévotion de cloisonnés émaillés et pailletés. Des occidentaux qui rendaient service à la cour chinoise furent artisans des supports de chandelles fins au goulot du vase. Un objet de cloisonné de ce format, il y en a très peu en Chine de nos jours. Des objets d'art précieux en bronze, en jade ou laqué pillés au palais Yuanmingyuan sont exposés dans les vitrines contre la paroi. En 1973, Xu Shuqing, un expert très connu en objets culturels d'une délégation chinoise chargée d'organiser une exposition de reliques culturelles exhumées, a visité le pavillon chinois de Fontainebleau. Selon les statistiques qu'il a faites, la collection du pavillon chinois comprend 1000 pièces environ et elles avaient été toutes pillées du palais Yuanmingyuan. Cette armure et des armes blanches qu'a utilisé l'empereur Qianlong font désormais partie de la collection du musée militaire de Paris. Sur ce tableau représentant un cavalier armé jusqu'aux dents, on trouve les sceaux de l'empereur Diaqing et de l'impératrice douairière Longyu, qui a vécu sous le règne du dernier empereur Puyi de la dynastie des Qing.
Cela veut dire que ce tableau a été amené à l'étranger vers la fin de la dynastie des Qing ou dans les premiers temps qui ont suivi la fondation de la République de Chine. Le colonel français Dupont a organisé au mois de février et de mars 1862 3 séances de vente aux enchères d'objets culturels et artistiques chinois et japonais, faisant partie de sa collection personnelle, dont un album intitulé 40 sites du palais Yuanmingyuan. Ce sont des tableaux accompagnés de poèmes représentant les 40 sites du palais Yuanmingyuan identifiés par l'empereur Tianlong lui-même. Une note dans l'album dit « L'album des tableaux sur soie, exemplaire unique, regroupant des dessins des palais incendiés ». Au cours de l'adjudication, la mise à prix de cet album était de 30 000 francs, mais la somme offerte n'a même pas dépassé 10 000 francs. L'album fut donc retiré. 2 mois plus tard, la somme offerte était toujours inférieure à la mise à prix lors d'une nouvelle séance de vente aux enchères. La maison d'enchères a vendu l'album à un marchand de livres de Paris pour 4 000 francs. Quelques jours plus tard, le directeur de la section des estampes de la Bibliothèque nationale à Paris eut l'ordre de l'acheter pour 4 200 francs. C'était à l'époque la pièce la plus chère, classée dans la catégorie des estampes. En 1927, soit après 65 ans qui ont suivi l'acquisition du dit album par la Bibliothèque nationale à Paris, un Chinois nommé Chong Yanshen, séjournant à Paris, alla à la recherche des livres chinois perdus à la Bibliothèque nationale à Paris. Comme il remarqua 40 sites du palais Yuanmingyuan, il l'a emprunté pour le lire. L'album l'a tellement impressionné qu'il disait ceci: « Les couleurs sont vives, les touches sont raffinées. Les palais et les pavillons rouges et dorés ont de la vie. C'est magnifique. » Avec l'approbation de la bibliothèque, Chong Yanshen fit venir un photographe pour prendre des clichés du contenu de l'album, avant de les remettre à la maison d'édition chinoise Zhonghua pour les imprimer en phototypie. En 1983, soit 53 ans après la publication de l'album Les sites du Yuanmingyuan par la maison d'édition Zhonghua, la France fit don à la partie chinoise des clichés de l'album 40 sites du palais Yuanmingyuan, tout en gardant l'album original à la Bibliothèque nationale de Paris. Le commandant des troupes françaises, Montauban, a fait un collier de grains de chapelet qu'il avait trouvé au palais Yuanmingyuan pour l'offrir à l'impératrice Eugénie. Comme on disait qu'il s'agissait d'un collier fait de perles noires dont la valeur dépassait 1 million de francs, Montauban a fait l'objet d'une enquête. Cela a déplu à l'impératrice. Le collier en question se trouve à l'heure actuelle dans le pavillon chinois de Fontainebleau. Retourné en Grande-Bretagne, le général Grant fut l'invité de Buckingham Palace. Il a offert à cette occasion à la reine Victoria un jouy, objet fait de jade symbolisant le bonheur, en forme de canne de bambou et 2 magnifiques grands vases en porcelaine. Tous les militaires participant à cette sale guerre se sont vus décerner 2 médailles frappées respectivement des caractères chinois, la forteresse chinoise de Dagu et Beijing. À partir du mois d'avril 1861, une grande quantité de reliques culturelles en provenance du palais Yuanmingyuan furent vendues aux enchères à Londres. Un autre lot de trésors du palais Yuanmingyuan sera exposé à l'exposition de Londres organisée un an plus tard. De nos jours, les objets culturels et artistiques perdus du palais Yuanmingyuan font partie notamment des collections du British Museum, du palais de Fontainebleau et de musées de New York. En 1893, Liang Qichao était allé visiter le musée de New York et il y avait vu des objets culturels et artistiques venus du palais Yuanmingyuan. Il a noté douloureusement plus tard ceci dans son livre intitulé « Voyage sur le nouveau continent, j'ai honte de les voir, je ne les oublierai jamais ».
En juillet 1905, Tran Yo-wei, à l'issue d'une visite au palais de Fontainebleau, a écrit ceci. « Je suis triste d'y voir des trésors du palais Yuan-mi-Yuan. Ce sont des objets de la fine fleur transmis de génération en génération. Maintenant qu'ils sont dispersés, j'en suis affligé. » Ces phrases traduisent parfaitement l'affliction que ressentaient dans le temps les intellectuels chinois devant les trésors nationaux perdus et la Chine en déclin. À peu près 9 mois après le rapatriement des troupes françaises, un capitaine français nommé Butler a écrit une lettre à Victor Hugo, grand écrivain vivant en exil sur l'île de Guernesey, lui demandant l'avis sur l'expédition en Chine. Dans sa réponse, Victor Hugo a notamment écrit ceci. On disait « Le Parthénon en Grèce, les pyramides en Égypte, le Colisée à Rome, Notre-Dame à Paris, Yuan-mi-Yuan en Orient. Si on ne le voyait pas, on y rêvait. C'est une sorte d'effrayant chef-d'œuvre inconnu, entrevu au loin d'on ne sait quel crépuscule, comme une silhouette de la civilisation d'Asie sur l'horizon de la civilisation d'Europe. Cette merveille a disparu. Un jour, 2 bandits sont entrés dans le palais d'été, l'un a pillé, l'autre a incendié. Une dévastation en grand du palais d'été s'est faite en partage entre les 2 vainqueurs. L'un s'appelait la France, l'autre s'appelait l'Angleterre. Le 26 février 1984, le quotidien du Peuple a publié le texte intégral de la lettre de Victor Hugo, soit 123 ans après qu'il l'eut écrit. 5 ans plus tard, Chong Zhenhuo, le traducteur chinois de la lettre, foula le sol de l'île anglaise de Guernesey. Il voulait voir de ses propres yeux et connaître à quel endroit et dans quelles conditions Victor Hugo avait écrit la lettre condamnant le banditisme perpétré par l'Angleterre et par la France. Victor Hugo habitait Hauteville House, un immeuble de 4 étages situé en bord de mer. Son cabinet était au 4e étage, dont les travaux de construction avaient été entamés le 8 octobre 1861, à la fin de la rédaction de son roman Les Misérables. Hugo a écrit sa lettre le 25 novembre 1861, c'est-à-dire avant la publication des Misérables et alors que son cabinet était en construction.1861年11月25号，我们算时间，这个是北京圆明园被毁1周年的纪念。雨果肯定是为了纪念圆明园被毁1周年，才写这封有历史意义的信。因为这个信的本身讲1861年11月25号写于高城居，我们当时就想到1861年11月圆明园被毁1周年，我们仅仅记得很多重大的历史事件，1周年、10周年、100周年，有个纪念的意义。但是1861年在中国的北京，我就不知道当时北京，当时中国清朝的满清的皇帝是不是有一个就是值得自己思考啊、痛定思痛的一个回忆。但是在西方世界好像没有一个有影响的历史人物、政治家、作家、艺术家在1周年的纪念站起来挺起身子来，为中国1年前被毁的一个世界奇迹大声疾呼、仗义直言。但是就是在11月25号，圆明园
被毁1周年的时候，如果可以说从大西洋的波涛里挺起身子，脸向北京来回忆圆明园的经过，如果为了我们的圆明园，当然他也站在人类文化、人类艺术史的高度，要谴责这件事情，这个点是很不容易的，真是很难得的。Chan Zhangho s'est aperçu avec surprise de ceci. Hauteville House a plusieurs dizaines de pièces grandes ou petites. Des articles en porcelaine et des objets d'art chinois sont étalés à l'intérieur de chacune d'elles. Dans la salle rouge, au 2e étage, des objets d'art chinois sautent aux yeux. Devant la cheminée et dans un coin du plafond, il y a une bâche en velours. Il y a aussi un autre article en soie chinoise dans la salle bleue au 2e étage. Quant à l'origine de ces 2 articles en soie, Victor Hugo a noté ceci le 23 mars 1865 dans son carnet. J'ai acheté un nombre d'articles en soie chinoise. Le vendeur est un officier anglais qui a participé à l'expédition. Il les a dérobés au palais d'été de l'empereur chinois. 所以如果对圆明园的认识不仅仅是理性的书本上的，他除了理性的认识书本的知识以外，他有第一手的感性接触，有感性经验，有感性材料，这一点，所以如果写圆明园如何好，基于他的想象力的发挥，他也是有根有据的。如果是个人的确既站在人类文化艺术被毁的高度，又站在出于自己个人对中国文化艺术的热爱，圆明园被毁，我们可以讲，如果本人既代表了人类的良心，因为他自己的确感到切肤之痛，所以如果有机会，一定要把自己对圆明园被毁的立场、观点、想法、愤慨要写出来。Les actes de vandalisme commis contre le palais Yuan-Mingyuan ont blessé de façon durable les sentiments du peuple chinois. Krang Yo-wei a visité en 1895 le palais Yuan-Mingyuan incendié qui lui a laissé cette impression. C'est un paysage désolé qui s'étend à perte de vue. 10 ans plus tard, il a visité le palais de Fontainebleau en 1905. Yong Tzu Wong, un savant américain d'origine chinoise, a raconté d'un ton triste dans son livre intitulé « À la recherche du palais Yuan-Mingyuan perdu » ce qu'avait vu Krang Yo-wei dans le palais Yuan-Mingyuan incendié. Le vent d'automne fléchissait les cimes des arbres, tout en dégageant un cri aigu et triste. Dans le jardin Changchun, les architectes de style occidental, bien qu'en état de délabrement, conservaient tout l'éclat de leur beauté d'antan. Comme de nombreux Chinois, Krang Yo-wei savait lier la tragédie du vandalisme contre le palais Yuan-Mingyuan au sort de la Chine. En effet, le palais Yuan-Mingyuan avait marqué l'apogée de la prospérité du grand empire Qing, alors que l'Europe était relativement sous-développée. Malheureusement, la Chine se confinait dans la routine, tandis que les réalisations de la révolution industrielle ont permis à l'Europe de forcer la porte de la Chine. Résultat, l'empereur s'est enfui et son palais Yuan-Mingyuan incendié. Krang Yo-wei espérait pouvoir rétablir le palais Yuan-Mingyuan dans sa splendeur d'autrefois, avec le redressement du grand empire Qing. Les Chinois déploraient la dévastation du palais Yuan-Mingyuan jusqu'au XXe siècle. Un poète nommé Gu Sui de l'université Yanjing a composé un poème « Immortel sur le fleuve » consacré au palais Yuan-Mingyuan. D'où vient le chant intermittent du coq au coucher du soleil? On fait paître bœufs et moutons dans le jardin laissé à l'abandon, comme c'est déshonorant.
Lin Shu, un traducteur qui a vécu les premiers temps de la République de Chine, éprouvait lui aussi un sentiment de douleur envers le palais Yuan Mingyuan. Il a peint un tableau de ce palais ravagé en exergue duquel il a écrit 2 vers. Assis au bord d'une voiture, je regarde par-dessus mon épaule le soleil couchant, les larmes aux yeux. En 1930, Xiang Da, un historien connu, à 70 ans après l'incendie du palais Yuan Mingyuan, dit ceci dans un article. Pendant la Première Guerre mondiale, l'armée allemande a attaqué à l'artillerie la bibliothèque de l'université de Louvain en Belgique et a détruit tous les livres précieux accumulés depuis des générations. Tout le monde a condamné cet acte et il y a 70 ans, les forces coalisées anglo-françaises avaient attaqué la capitale de notre pays et elles sont allées jusqu'à incendier le palais Yuan Mingyuan sous prétexte d'avoir subi une perte humaine minime. Est-ce que les pertes causées par l'incendie du palais sont moins importantes que celles subies par la bibliothèque de l'université belge? Xiang Da voulait appeler par là les Chinois à ne pas oublier cette humiliation nationale. Des savants de certains pays comprennent parfaitement le traumatisme qu'a causé l'incendie du palais Yuan Mingyuan au peuple chinois. Madame Danby, un écrivain anglais, a dit ceci dans l'un de ses articles. Dans la mémoire collective des Chinois, le palais Yuan Mingyuan fait partie de leur patrimoine. Ils n'oublieront jamais sa dévastation. Les incendiaires pensaient qu'ils auraient donné un coup par là à l'empereur chinois en agissant de la sorte. Mais en réalité, ils ont blessé les sentiments du peuple chinois et de la nation chinoise. Le journaliste français Bernard Brizet a cité Madame Danby dans son ouvrage intitulé La mise à sac du palais d'été. L'autodafé du Yuan Mingyuan demeure une blessure ouverte, sensible et affligeante qu'on n'oubliera jamais. Yong-Tzu Wong, un savant américain d'origine chinoise, a posé cette question. Si Buckingham Palace, où règne le roi ou la reine, était dévasté pour une raison quelconque par des envahisseurs étrangers, les Anglais éprouveraient des sentiments aussi forts, n'est-ce pas? Un mois après l'incendie du palais Yuan Mingyuan, Ming Shan, l'intendant général de la cour et ses adjoints se rendirent sur place pour inventorier les dégâts. Le bilan qu'ils dressaient faisait état de ceci. Les palais des sites comme Diuzhou Tianyan, Shanxia Tianguang et Jiangda Guangming ont tous été ravagés. Des bandits locaux sont venus piller le palais à partir de 7 octobre. Dans les sites Pangda Yaotai, Shangxiu Seyong et Shuanghejai, tous les meubles et ornements ont été pillés dans le reste des palais détruits. Dans son compte-rendu à la cour, Ming Shan a fait allusion à ceci. Tous les meubles, tous les ornements ainsi que l'or et l'argent du trésor ont été entièrement pillés ou incendiés. Sur 6 caisses, 4 ont été pillées et les 2 restantes ont été incendiées. Plus de 22 000 taels d'argent ont été volés. Quels sont ces bandits qui ont eu le culot de commettre ce hold-up sous le nez de la cour et dans le jardin impérial? Wang Guoying travaille depuis plus de 2 mois à ce tapis de laine et de fil d'or au motif de dragon. Tapissière de carrière depuis 25 ans, elle ne se rappelle plus combien de tapis elle a tissé. Cependant, elle sait parfaitement que chacun de ces tapis est imprégné de ses sueurs et de ses soins.
Ces tapis tissés à la main s'appellent tapis du palais. Né dans le Ningxia, dans le nord-ouest du pays, ce tapis, introduit dans la capitale, fut hautement apprécié par l'empereur et devint un produit réservé à l'usage impérial, d'où le nom tapis de palais. Les motifs des tapis de palais présentent différents styles. Style de Beijing, des ethnies minoritaires, du brocart, des fleurs et oiseaux, et style antique. Le respect de la symétrie est la règle d'or pour les motifs. Dans l'Antiquité, les tapis de palais à placer dans les différents lieux durent être réalisés dans différents motifs. Par exemple, sous les Qing, seul l'empereur avait droit au motif du dragon à 5 pattes. Les princes et ministres, chez eux, ne purent posséder que des tapis au motif des 4 trésors du cabinet du lettré, des fleurs, des oiseaux et des insectes. Tous ces motifs représentent le bonheur et la prospérité de la maison. Une fois le modèle du dessin conçu, on l'agrandit proportionnellement à la taille du tapis à tisser. Ce modèle comporte non seulement des motifs de la même taille, mais aussi des marques que les designers ont mises pour les fils de différentes couleurs à utiliser. Pour les fils, il existe une palette de couleurs. On en distingue 30 à 40 environ. Le tapis de palais est tissé entièrement à la main. Le savoir-faire adopté est le croisement des trames et des chaînes. On accroche et on fixe en premier lieu les chaînes. Le nombre de chaînes et leur longueur ont été calculés au préalable en fonction de la taille du tapis et du procédé utilisé. La disposition des chaînes doit être d'une densité homogène, sans croisement. Rien que l'accrochage de ces chaînes demande 3 jours de travail environ. On ne commence à tisser le tapis officiellement que quand il y a la trame. Dans le métier, on appelle cette opération « planter la laine ». D'après le modèle, on fixe, tranche par tranche, les fils de trame de différentes couleurs aux chaînes en y faisant un nœud papillon. Et d'un coup magique de la main, le fil de trame est fixé à 2 chaînes par un nœud. Quel que soit le motif du tapis et quelle que soit sa taille, tout commence par ce point pour étendre à une ligne, puis d'une ligne à une surface. Ainsi, le tapis prend sa forme petit à petit. La qualité du tapis est directement liée à la densité de ses nœuds papillons. Plus la densité est grande, plus la qualité est meilleure. Ce râteau de fer assez lourd sert spécialement à raffermir les fils. Une surface de 30,48 cm² compte respectivement 120 chaînes et 120 trames. On y fait plus de 14 000 nœuds. De là, on peut imaginer combien de temps et d'énergie un tapis de palais demande à l'homme pour sa confection.